Malgré la croyance populaire, qualifier le Nil de plus long fleuve du monde est peut-être une erreur. Pour mesurer la longueur d'un fleuve, il ne suffit pas de calculer la distance entre son point de départ et son point d'arrivée. Les fleuves sont des systèmes complexes, composés de divers affluents qui comptent pour beaucoup dans leur longueur totale. En fait, si l'on tient compte de ces affluents, la longueur totale peut être multipliée par 3, comme c'est le cas pour le fleuve Mississippi. De sa naissance à Itasca jusqu'à la Nouvelle-Orléans où il s'arrête, le fleuve mesure une certaine longueur. Mais si l'on prend en compte le fleuve Missouri, les choses changent du tout au tout. Cette divergence alimente de nombreux débats sur la longueur du Nil par rapport à celle de l'Amazone. Bien que Google reconnaisse le Nil comme le plus long fleuve du monde, il se peut que ce ne soit pas tout à fait exact. Pour comprendre cela, il faut se représenter les fleuves comme les veines d'un corps humain. Il serait inexact de supposer qu'un individu de 2 mètres de haut n'a que 2 mètres de veines, n'est-ce pas? Les veines s'entrecroisent dans tout le corps, à la manière d'un vaste réseau. Les cours d'eau fonctionnent selon le même principe, et on ne peut pas considérer que la longueur du fleuve principal. Le vaste réseau d'affluents est tout aussi important. Les rivières atmosphériques sont des phénomènes météorologiques fascinants. Des courants d'air qui transportent d'incroyables quantités de vapeur d'eau depuis la forêt amazonienne au nord de l'Amérique du Sud jusqu'au nord de l'Argentine. Ces autoroutes aériennes servent de conduits essentiels à l'humidité, qui est d'une importance capitale pour nos paysages. Leur influence s'étend aux régions du centre-ouest, du sud-est et du sud du Brésil, façonnant les régimes de précipitation spécifiques de ces zones. Lorsque ces rivières éthérées rencontrent des conditions météorologiques particulières, telles qu'un front froid, l'humidité latente qu'elles transportent peut se transformer en précipitations. Ces précipitations jouent un rôle essentiel non seulement dans la préservation des divers écosystèmes de la région, mais aussi dans le soutien de l'économie florissante du Brésil, et ce de multiples façons. L'importance de ce phénomène est évidente. Il permet l'irrigation des cultures, garantissant la productivité agricole et la sécurité alimentaire. En outre, il réalimente les rivières locales, ce qui permet de maintenir un débit d'eau régulier et de favoriser la vie aquatique. En outre, l'eau recueillie par ces rivières est acheminée vers les barrages, qui les transforment en une source d'énergie fiable pour le pays. La quantité d'eau transportée par les rivières aériennes peut être équivalente, voire supérieure, à l'énorme débit de l'Amazone. Ainsi, si l'on associe le fleuve Amazone à son homologue aérien, on obtient un volume d'eau nettement supérieur à celui du Nil. On observe également des rivières atmosphériques dans le bassin du Congo, où le climat est principalement façonné par l'humidité émanant de l'océan Atlantique et des forêts locales. On assiste là à une évaporation de l'ordre de 1 à 2 mètres d'eau par an. Ces rivières varient en taille et en puissance, mais en moyenne, elles transportent un volume de vapeur d'eau comparable au débit à l'embouchure du Mississippi. Dans de rares cas, des rivières atmosphériques exceptionnellement puissantes peuvent transporter jusqu'à 15 fois ce volume. Lorsque ces rivières atteignent la terre ferme, elles libèrent la vapeur d'eau accumulée, ce qui donne lieu à des précipitations ou à des chutes de neige. Bien que les rivières atmosphériques se présentent sous différentes formes, celles qui ont une forte teneur en vapeur d'eau et des vents intenses peuvent provoquer des précipitations extrêmes et même des inondations, en particulier lorsqu'elles s'attardent sur des bassins hydrographiques sujets aux crues. Un exemple de rivière atmosphérique bien connu est le Pineapple Express, un système capable de transporter l'humidité des régions tropicales situées près d'Hawaï jusqu'à la côte ouest des États-Unis. Textiles. De tels événements peuvent perturber les transports, déclencher des coulées de boue et entraîner d'importantes destructions matérielles et humaines. Cependant, toutes les rivières atmosphériques ne présentent pas de tels risques. Nombre d'entre elles sont des systèmes relativement faibles, qui fournissent de précieuses précipitations et sont essentielles à un bon approvisionnement en eau. En outre, elles jouent un rôle crucial dans le cycle hydrologique de la planète. Outre le risque d'inondation, les rivières atmosphériques contribuent également à l'augmentation du manteau neigeux. Des rivières atmosphériques ont été à l'origine des violentes tempêtes hivernales qui ont frappé la côte ouest des États-Unis, de l'État de Washington au sud de la Californie, entre 2010 et le début de l'année 2024, entraînant des précipitations allant de 28 à 63 cm dans certaines régions. Les courants de vapeur d'eau peuvent donc être considérés comme des rivières. Est-il possible de ranger autre chose sous ce terme? Étonnamment, il existe un phénomène qui, bien que dépourvu d'eau, entre dans cette même catégorie, les wedds. Ce sont, traditionnellement, ce qu'on appelle des vallées fluviales. On trouve des wedds dans les zones légèrement inclinées, presque plates, des déserts.
Contrairement aux rivières traditionnelles, les WEDS ne possèdent pas de canaux stables en raison de la présence seulement intermittente des flux. Ils présentent donc une structure en tresse due à une alimentation en eau limitée et à une abondance de sédiments. L'eau qui parvient à atteindre le lit de ces WEDS s'infiltre dans la terre et entraîne une diminution de l'énergie et d'importants dépôts. Les WEDS peuvent même former des barrages de sédiments, ce qui modifie la configuration des cours d'eau lors de crues soudaines. Il est intéressant de noter que le vent joue également un rôle dans le dépôt de ces sédiments. Lorsque les WEDS sont submergés ou humides, les sédiments poussés par le vent viennent se déposer, ce qui produit un mélange de sédiments aqueux et de sédiments aériens. Les rivières peuvent être particulières non seulement parce qu'elles sont constituées de sable ou d'air, mais aussi en raison de ce qui les recouvre. Dans certaines conditions, le fleuve écossais Dee offre un spectacle intrigant. Des formations gelées qui ressemblent à des nénuphars. Ces formations, appelées crêpes de glace, apparaissent naturellement lorsque le mouvement des vagues vient déformer la glace lisse et plane, ce qui donne lieu à ces curiosités aux bords lisses et arrondis. Avec ce mouvement, ces disques de glace s'élèvent au-dessus de la surface et prennent l'aspect d'étranges nénuphars. En général, les crêpes de glace ont une consistance proche de la bouillie. Certains médias ont suggéré que la glace du fleuve Dee s'est formée à partir de mousse gelée. Mais les scientifiques expliquent que même si cette hypothèse est plausible, les crêpes de glace se forment toujours en raison du mouvement des eaux. Avec le temps, ces nénuphars finissent souvent par former de grandes plaques de glace. Si la glace est suffisamment épaisse et que l'eau reste turbulente, elle peut se plier, se fracturer et même former des couches, ce qui donne lieu à une structure que l'on nomme crête de glace. Imaginez maintenant une rivière composée non pas d'eau, mais de méthane. L'idée peut paraître saugrenue, mais sur Titan, la lune de Saturne, c'est une réalité. Vid Flumina, une rivière fascinante sur Titan, est ainsi composée de méthane et d'éthane liquide, et a même été comparée au puissant Nil. S'étendant sur plus de 400 km, elle se jette gracieusement dans l'Ijeya Mare, qui est la deuxième plus grande mer d'hydrocarbures de Titan. La majeure partie de la surface de Titan est composée de glace d'eau, mais Vid Flumina, en creusant des canyons dans ce terrain glacé, donne à croire qu'il y a là un sol rocheux. Les scientifiques de la NASA pensent que cette rivière extraordinaire contient des rapides, des tourbillons et même des chutes d'eau, à l'image de ce que l'on trouve dans les rivières terrestres. Lorsque la sonde Cassini a atteint Saturne en 2004, son principal objectif était d'explorer cette planète géante et ses lunes. Les scientifiques ont été particulièrement intéressés par la découverte de méthane liquide sur Titan, en raison de la température unique de sa surface et de son atmosphère. Cependant, les premières observations de Cassini, concentrées sur la région équatoriale de Titan, ont déçu les chercheurs qui n'ont trouvé aucun signe de mer ou de rivière. Mais ils ont eu une belle surprise lorsque l'orbite de Cassini s'est déplacée, permettant à l'équipe de se concentrer sur d'autres zones de la surface de la Lune à l'aide de radars. De manière surprenante, les signaux radars rebondissaient sur diverses formations angulaires et rugueuses, des dunes de sable, des falaises et des rochers. Mais lorsque le radar a atteint les régions polaires de Titan, les signaux ont cessé, révélant de mystérieuses taches sombres ressemblant à des lacs, des rivières et des affluents semblables à ceux que l'on trouve sur Terre. La découverte révolutionnaire a eu lieu en décembre 2012, lorsque Jani Radbo, un scientifique travaillant avec l'équipe de Cassini, a présenté une image prise en septembre de la même année. L'image dévoile un fleuve qui ressemble au Nil et s'étend sur 322 km, selon un tracé relativement rectiligne, indiquant une corrélation avec des lignes de faille similaires à celles d'autres fleuves importants situés à proximité. Ce remarquable cours d'eau traverse des terrains accidentés et inclinés, ce qui suggère l'existence d'un mouvement tectonique comparable à celui que l'on observe sur Terre.